Ceci n'est pas du théâtre. Après les temps heureux, viennent les temps brouillés. Nous fûmes bons amants. Nous voici éloignés. L'air est irrespirable. Séparons-nous bientôt. J'aspire à d'autres cieux, n'en rajoutons pas trop. Mais vous n'y pensez pas, nous avons des enfants. Avec leur père et mère, ils doivent vivre naturellement. Demeurer tous ensemble pour leur santé mentale et ne point s'éloigner de la juste morale. Quittons, je vous en prie, cette tragédie lente. Ne vous obstinez pas à me penser aimante. Je n'ai vécu en couple que pour vous satisfaire. Et là, je n'en peux plus d'être bonne à tout faire. Daignez entendre, madame, que notre descendance ne saura s'arranger de tant d'indifférence. Je ne peux point comprendre que vous abandonniez vos enfants qui, par vous, doivent être accompagnés. Je vous quitte, monsieur. Et il n'est pas question que des enfants en plus, j'assume la gestion. De nous deux, ils sont nés, coparentalisons. Une semaine sur deux me semble être raison. Si de vivre avec moi, vous ne pouvez plus souffrir, nos enfants partagés, je vais donc accueillir. Et s'il faut, mamie, que nous divorçassions, j'aurai aussi ma part à ces alternations. Vous l'avez compris, on n'est pas acteur, il y en a même qui apprennent pas leur texte. Mais on a tous les trois des enfants en résidence alternée, et on va commencer par vous dire d'où on parle. Estelle. D'où nous parlons. Enfants de parents divorcés, fratrie de 4 enfants, à mon tour mariée une première fois, une fille divorcée, et puis ensuite j'ai vécu 17 ans avec le père de mes 3 autres enfants. Je pensais réussir cette fois à tenir un couple, une vie de famille. Et puis j'ai tout essayé, et puis j'ai rendu mon torchon. Et je suis partie, et j'ai proposé l'alternance, et là, surprise, la vie de famille a commencé. L'alternance, une semaine sur 2, a permis une nouvelle répartition, un nouveau rythme, des présences de l'un et de l'autre auprès des enfants. Donc pour moi, l'alternance, c'est Byzance. Et Sébastien, ton histoire? Sébastien, c'est un peu plus simple. J'ai fait un enfant avec la mère de mon enfant. Et assez naturellement, nous sommes séparés. Et depuis, nous vivons en alternance et nous sommes très heureux comme ça. Elle, comme moi, et on a chacun nos vies séparées. Et nous en profitons chaque semaine, surtout quand on n'a pas les enfants. Et, alors moi, mes parents ne sont pas séparés, leurs parents non plus, leurs frères et sœurs non plus. J'ai été le premier, en fait, à me séparer. Parmi tous mes cousins, il y a eu l'été des mariages, puis après, il y a eu les années des divorces. Moi, je me suis séparé de la mère de mon fils en 2003, quand il avait 2 ans. Et jusqu'à son bac, j'ai vécu en alternance une semaine sur 2 avec lui. Et je me suis dit, je me remettrai jamais en couple, c'est bon, j'ai fait ça. Puis je me suis remis en couple, j'ai eu 2 autres enfants et j'ai vécu en fait des temporalités en accordéon avec un enfant à mi-temps, puis des enfants à plein temps. Quand je me suis séparé, la loi avait 1 an, la loi sur la résidence alternée date de 2002. Et comme on lisait énormément d'avis négatifs sur Internet, sur la résidence alternée à ce moment-là, on s'est dit avec sa mère qu'on allait aller voir la pédiatre qui le suivait, pour lui demander son avis, puis qu'on s'y conformerait. Alors elle nous a dit qu'avant 6 ans, un enfant devait vivre chez sa mère, et qu'il était même dangereux qu'il aille chez son père passer des nuits. Donc on est sorti de là complètement dépité, elle comme moi. Et puis on est passé outre, heureusement, on était d'accord. Et puis on a organisé notre alternance, une semaine sur 2, qui a duré 3-4 ans avant qu'on aille voir le juge pour être sûr qu'on nous impose absolument rien et que ce soit nous qui décidions. Et c'est pas trop dur pour les enfants ? C'est tout le temps la question qu'on m'a posée quand je faisais mon enquête sur la résidence alternée. Jamais personne m'a posé la question, mais c'est pas trop dur pour les parents ?
Alors j'ai pris cet angle mort, en fait, pour essayer de travailler sur la résidence alternée. Que vivent les parents? Et j'ai fait une enquête qui a duré 7 ans, qui a donné lieu à une thèse en sociologie sur l'expérience temporelle des parents en résidence alternée. J'ai, pour cette enquête, interrogé des parents, 42 parents, autant de pères que de mères, fait une enquête par questionnaire auprès de 5000 parents de la CNAF. J'ai interrogé des juges, des avocats, des médiateurs familiaux, des psychologues, des responsables d'associations de pères et de mères. Et voilà ce qu'on va vous présenter en fait ici. C'est-à-dire qu'on va vous présenter quelques moments de l'enquête pour entendre ce que disent les parents quand on leur donne la parole, les parents qui ont des enfants la moitié du temps. On va présenter différentes petites scénettes, donc vous allez entendre un patchwork de paroles entendues en entretien. Faut pas chercher à essayer de reconstituer les couples, hein, c'est vraiment des patchwork les uns après les autres. On changera de prénom en espérant que vous allez comprendre. A priori, ça devrait marcher. Je vais jouer mon propre rôle de sociologue, et puis mes deux acolytes vont jouer les pères et les mères rencontrés, qui donc changeront de prénom et de personnage régulièrement. Bonjour Sandrine, comme je vous l'ai dit au téléphone, je fais une enquête sur la manière dont les parents vivent la résidence alternée. Et comme je vous l'ai précisé, je vais enregistrer et j'utiliserai cet entretien de façon tout à fait anonyme pour essayer de comprendre quelle est l'expérience temporelle de la résidence alternée de la part des parents. Et donc j'aimerais bien qu'on commence par le début, c'est-à-dire par la fin de votre histoire conjugale. Si vous pouvez m'expliquer comment vous êtes séparés et puis comment vous avez pris la décision de mettre en place une résidence alternée. Ok. Nous, on se connaît depuis 14 ans, on s'est mariés il y a 10 ans. Et la question de la garde alternée, on en avait déjà entendu parler parce que on connaissait des gens, on voyait déjà des gens qui divorçaient autour de nous et puis qui mettaient ça en place. Donc, il se posait déjà le problème de la garde, donc on en avait discuté. On trouvait que c'était un bon compromis, une semaine avec papa, une semaine avec maman, et puis on a vécu notre vie, et puis pas de chance, à notre tour, on est en instance de divorce, et puis donc c'est venu naturellement, on fait moitié-moitié avec mon mari, une semaine sur 2, quoi. Donc tout à fait naturellement, vous n'avez pas vu... Ah non, c'est pas bagarré, rien du tout. C'était naturel. En plus, en fait, comme je vous disais, on en avait déjà entendu parler de ça quand on était jeune, quand on avait 25 ans. Parce que moi, j'avais 25 ans quand je me suis mariée. Je travaillais. Je suis infirmière. Alors, au début, on n'avait pas d'enfants. Donc, on avait notre rythme. Après, quand les enfants sont venus, moi, j'avais des horaires de travail le matin. Lui, il s'occupait des enfants le matin. Et puis, il allait travailler l'après-midi. Donc, on faisait déjà des moitié-moitié, mais c'était journée. On jonglait comme ça, quoi. Comme il s'est toujours beaucoup occupé des enfants, quand on s'est séparés, j'ai dit c'est naturel pour moi, comme pour lui. Ça continue, même après le divorce. C'est plus un jour, un matin, une après-midi, c'est une semaine, quoi. D'accord. Et vous, Bernard, je crois que c'est la même durée de vie un peu que Sandrine. Comment ça s'est passé, la vie commune, la mise en place de la résidence alternée pour vous? 13 ans de vie commune à peu près, donc ça, on n'est pas loin. 10 ans de mariage, c'est quand même pas négligeable. Puis on a acheté surtout, on a pris la décision d'acheter une maison, et là, tout d'un coup, plaf, elle m'a dit, j'ai rencontré quelqu'un, elle m'annonce qu'elle a rencontré quelqu'un. Tous les deux, on voulait garder les enfants, c'était assez naturel, chacun on voulait faire sa part. On a essayé de faire les choses de manière logique, et puis ça s'est fait petit à petit en fait. Alors, le truc un peu bizarre, c'est que moi j'étais pas au courant, mais il y avait des systèmes des semaines paires et des semaines impaires, et des années paires et des années impaires. Moi, franchement, je connaissais pas tous ces machins, ces bidules. Et puis, ça s'est organisé comme ça, assez facilement, en sachant que ma femme, elle a un mec, vous avez compris. Elle s'arrange avec lui, et lui, il est aussi divorcé. Donc, il faut qu'on s'arrange aussi avec son agenda. Donc, elle essaye de passer une semaine avec les enfants, une semaine avec lui.
Et que lui aussi, bon, bah, il se sépare aussi, il divorce. Bon, enfin, vous voyez, on est en fait dans la même situation. C'est tout à fait ambiance domino, quoi. Oui, c'est un petit peu domino, c'est-à-dire que dès qu'on bouge quelque chose, bah, tout peut s'écrouler, hein, c'est un peu compliqué. Et donc moi maintenant, je subis les décisions de l'ex-conjointe du nouveau compagnon de ma femme. Vous pouvez répéter de qui? Là, je subis les décisions de l'ex-conjointe du nouveau compagnon de ma femme. Même pour moi, c'est difficile. Mais c'est quoi l'histoire des semaines père et impair, là? Moi, j'ai pas ça. Bah, Christophe, vous pouvez nous dire Non, pas vraiment. Si, je crois. En fait, c'est le juge de divorce qui a dit semaine paire, c'est les pères, semaine impaire, c'est la mère. Et à 18h, nanani, nanana. Bon, en fait, c'était compliqué, moi je savais pas que ça existait. Il nous a dit il y a une règle, voilà, elle est comme ça, tout le monde l'applique, donc ça va bien se passer. C'est la potion du médecin, en fait. Hein. D'accord. Et en fait, quand les juges rédigent leur jugement de séparation, ils travaillent avec des trames qui sont déjà pré-remplies. Elles sont pré-remplies. Et pour la résidence alternée, très souvent, j'en ai consulté un certain nombre de trames de juges, c'est la semaine paire, l'enfant ira chez son père, ou les enfants, et la semaine impaire chez sa mère. Alors j'ai cherché dans plusieurs tribunaux, j'ai vu que c'était quand même assez régulier, je me suis demandé pourquoi. Et à part l'homophonie, j'ai pas trouvé. C'est-à-dire les pères, les semaines paires, les mères, les semaines impaires. Donc on le trouve beaucoup. Et alors ce qui est intéressant, c'est que si les juges donnent les enfants à leur père les semaines paires et les enfants à leur mère les semaines impaires, ça veut dire qu'il y a des semaines de pères alternés et des semaines de mères alternées. Et qu'en fait, c'est comme si les semaines étaient genrées, qu'il y a les semaines paires sont des semaines paternelles, les semaines impaires sont des semaines maternelles. Et en fait, vous avez peu de chances de vous rencontrer comme père et mère alternants. Dans les parcs, notamment. Et pourquoi, Boyane, vous avez fait une semaine et pas plus long ou moins long? Je ne sais pas, 15 jours, ça nous paraissait trop long. Bon, au début, on l'a fait pendant l'été, après la séparation, puis on s'est rendu compte que c'était peut-être un peu trop long. Pourtant, quand on est versé 4 ans après notre séparation, le juge nous a dit que c'était mieux de faire 15 jours. On ne l'a pas suivi, en fait. Et moins d'une semaine, c'est trop court. Les filles n'auraient pas eu le temps de s'habituer, c'est clair, de se poser, quoi, en fait. Donc une semaine, c'est bien, et puis c'est naturel, du lundi au dimanche. Bon, ça ressemble à ce que fait tout le monde. Tout le monde fonctionne comme ça. Après, s'il y a une demande de changement, on verra, on s'adaptera. Moi, je ne suis pas bloqué sur la semaine. Hein. Oui, alors une semaine, c'est naturel, vous dites. J'ai souvent entendu pourquoi une semaine. Alors, gens, déjà, ils disent, je sais pas, faisons pas réfléchir à la question, c'est naturel. Et en fait, quand on regarde un peu statistiquement, on voit que la grande majorité font une semaine. Dans les situations de résidence alternée, il faudrait dire paritaire, pour être tout à fait exact. Et en fait, la question, c'est que la semaine, c'est l'unité de compte de notre temporalité, nos temporalités de la quotidienneté. Qu'on se dit, le mardi, je fais ça, le jeudi prochain. Donc, on compte en semaine, en fait. On réfléchit sur notre quotidienneté en semaine. Et la semaine, c'est effectivement le rythme le plus courant qui permet d'avoir, pour les parents qui se séparent, à la fois des temps scolaires et de travail et puis des temps de repos dans un même espace temporel. En fait, si on était s'il y avait eu de résidence alternée pendant la Révolution française, on aurait fonctionné en 10 jours et tout le monde trouverait ça normal puisqu'on était sur des décades à ce moment-là. Mais tout le monde ne vit pas ça. Et Sylvie, par exemple, vous n'êtes pas sur un rythme hebdomadaire. Vous pouvez nous expliquer comment vous fonctionnez? Ouais, non, c'est pas tout à fait ça. Hein. Nous, au début, c'était 2 jours. Notre fils était petit. On ne voulait pas de séparation trop longue. Et finalement, 2 jours, ça faisait un découpage un peu compliqué quand même. Alors, on a assez vite eu besoin chacun d'avoir une vie à nous, à soi, avec des week-ends pour souffler. Et ce rythme 2 jours, ça ne nous permettait pas grand-chose. On n'arrivait pas à avoir un week-end complet par mois. Donc c'était trop peu. Alors après, on a fait autrement. On a découpé la semaine en 2. Enfin, pas vraiment, parce qu'il dormait une nuit de plus chez son père, mais en échange, je l'avais le mercredi. Et puis on intervertissait les week-ends.
Donc en fait, comme en une semaine, il y a 7 jours que c'est pas divisible en 2, alors on a trouvé une formule magique aujourd'hui. Je vous l'ai dit? Avec plaisir, oui. Alors, la formule magique, c'est 2, 2, 5, 5. Alors, lundi, mardi, chez moi. Mercredi, jeudi, chez son père. Après, écoutez bien. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi suivant, chez moi. Et du mercredi au dimanche suivant, chez son père. Facile. Et comme ça, j'ai toujours mes jeudis et mes vendredis libres. Comme ça, je peux aller à la danse toutes les semaines. D'accord. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué pour ceux qui font une semaine. Hein. Parce que nous, notre rythme-là... Mais dans ce cas-là, en fait, quand vous bougez, les enfants bougent beaucoup. Et donc, comment vous faites pour les affaires? Vous trimballez tout le temps toutes les affaires des uns des autres? Non. On a tout en double. D'accord. Il a une garde-robe dans chaque maison. Il est chez lui aux 2 endroits. On ne va pas lui faire une valise de grand voyageur. Non. On n'oublie pas le doudou, puis c'est tout. Parce que avant, il fallait que je fasse gaffe. Parce que sinon, toutes les affaires chouettes, elles restaient chez son père. Et des fois, je me suis retrouvée avec 3 survêtements, 0 pantalon. Alors maintenant, on a chacun ce qu'il faut de chaque côté, et je le renvoie chez son père, exactement habillé comme il était en arrivant. Comme ça, on contrôle la circulation des vêtements. Ouais, contrôle maternel de la circulation des vêtements. J'ai vu ça assez souvent. Et vous, Boyane, les transports d'affaires? Moi, à côté, je ne contrôle pas grand-chose. Mes filles, elles sont ados. Enfin, donc, bon, ça ne passe pas de la même manière. C'est un autre public, comme on dirait. Alors, la petite, elle ne demande rien, mais la grande, elle gère, par contre, elle gère ses affaires. Donc, elle prépare une valise à chaque fois qu'on fait la transition. Et moi, je suis chargé, en fait, tous les lundis d'apporter, soit de chez moi, chez mon ex, ou l'inverse, la valise de mes enfants. C'est mon rôle. Parce que moi, j'ai une voiture, puis elle n'a pas de voiture, bien sûr. D'accord. Et c'est pas ça, vous voulez quoi? Si, je mes réponses, vous ça... Non, vos réponses sont tout à fait bien, mais, okay. Mais quand vous la déposez, pardon, elle transporte rien. Elle transporte rien? Non, c'est moi qui m'occupe de tout. C'est le médiateur, non? C'est le médiateur, oui. Bah, parce que le médiateur, il m'a dit une phrase qu'il fallait pas derrière. En fait, le médiateur, il m'avait dit, c'est bien que les enfants, ils transportent rien. Hein, c'est ce que m'a dit le médiateur. Alors, et c'est là que c'est rentré dans mon crâne, parce qu'il m'a dit, le poids du divorce doit être porté par les parents. Question, est-ce que vous pouvez me décrire tous les deux la façon dont vous vivez la présence absente de vos enfants? Quoi? Je dis là. La pas présence compris, absente de vos enfants? Je n'ai pas trop compris, c'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez par là? La présence absente, qu'ils ne soient pas là? Question de sociologue? Alors, question de sociologue. Alors, il va falloir que je trouve une autre manière de dire. Je vais essayer de reformuler. Je vais passer par l'espace pour penser le temps. Bon, soyons fous. Cherchons. Poser la question sur la chambre vide des enfants en résidence alternée. Peut-être que ça a marché. Nadine, dans votre nouvelle maison, est-ce que vous fermez la porte de la chambre de votre fille quand elle n'est pas là? Moi, je ne peux pas répondre. Elles n'ont pas de chambre, il n'y a pas de porte. Bon. On est en plein travaux. Alors, décidément, c'est compliqué. Il y a une bâche. Je ne peux pas répondre ça. C'est pas la question. Et Philippe, vous fermez ou vous fermez pas la porte de la chambre quand ils ne sont pas là? Là, je comprends mieux la question, effectivement. En fait, la chambre est au fond d'un couloir. D'accord. Un couloir chez moi, qui est assez loin de l'espace dans lequel je vis. Donc, pour que la lumière puisse rentrer dans le couloir, je laisse la porte entrebâillée. En fait, selon mes semaines, mon espace, enfin l'espace que j'utilise dans l'appartement est assez différent. Donc, dans la chambre, j'y vais pas. C'est juste pour le soleil. Je ne vois pas. En fait, ce que je veux pas voir qu'ils sont pas là. En fait, je veux pas m'y confronter. Mais je laisse ouvert, d'abord parce que j'aime bien pas fermer les portes, et en plus ça fait, comme je vous le disais, passer de la lumière. Et puis après, fermer les portes, c'est quand même difficile, c'est un acte difficile, ça veut vraiment dire qu'ils sont pas là. Et ça me gêne. Elisa, vous faites comment avec les portes? Moi au début, quand je passais devant leurs portes fermées, j'avais l'impression que c'était des chambres de mort. Carrément. Ouais. Alors j'essayais de passer le moins de temps possible à la maison quand ils n'étaient pas là. C'était un peu ambiance hôtel. Je dis au début, mais en réalité ça continue. Quand ils ne sont pas là,
Je fais pas de courses. Bon, le frigo est vide, je mange pas là. Mais la veille de leur retour, je remplis le frigo, je fais tourner la machine, je range un peu pour les accueillir. À vrai dire, pour la présence, ce qui est le plus dur, c'est la différence sonore entre les 2 semaines. Parce que le silence, l'absence de leur voix, de leur bruit, ça c'est dur. Je sens les transitions et leur absence à travers ce silence. D'accord. Donc les transitions, si on rebondit, Olivier, sur les transitions, vous vivez l'alternance depuis 10 ans. Comment vous les vivez, les transitions? Et là, effectivement, enfin, je comprends bien, mais c'est horrible en fait. Hein, c'est horrible notamment parce que ça passe le dimanche soir. Dimanche soir vers 18h. Et je crois que le jour, il y est pour quelque chose. Le dimanche soir, on est rarement gai en général. Et donc là, le fait de me séparer de mes enfants, je suis complètement cafardé. C'est un peu connu quand même que le dimanche soir, on est rarement en forme. Hein, mais se retrouver seul à ce moment-là, c'est vraiment difficile. Sans ses enfants, en fait, je ressens un vide total. C'est comme si je perdais des choses. Comme si on prend un manège à Disney et qu'on tombe dans le vide, tout d'un coup. C'est presque une sensation physique, en fait. En fait, ça fait chier. Mes enfants, je vais les revoir que dans une semaine, enfin longtemps, en fait. Et ça me fait chier. D'accord. Et quand vous les retrouvez, c'est la montée du manège dans le Grand 8, alors? C'est exactement ça. Bien sûr, c'est aussi pénible, puisque c'est un peu les montagnes, quoi. Je suis content de les récupérer, tout en me disant que je vais bientôt les reperdre. Et c'est comme ça, mais c'est plus difficile le dimanche soir. C'est ça, le dimanche soir, je voudrais quand même appuyer là-dessus. Le dimanche soir, c'est vraiment très difficile quand ils partent, quoi. La grandeur de la tristesse est plus importante que la joie de les retrouver. La grandeur de la tristesse est plus importante que la joie de les retrouver. Exactement. D'accord. De les retrouver. Et donc, ça continue donc à être dur après tout ce temps. Alors, la plupart des parents que j'ai interrogés, là c'est l'enquêteur qui parle, vous le comprenez, disent que globalement, au bout d'un an, le sentiment de manque se calme. Alors, là, c'était plus long pour Olivier. On a même des parents qui attendent, même assez vite, que les enfants s'en aillent pour faire la fête. C'est votre cas, Marie-Pierre, hein? C'est exactement ça. Ouais. Moi, je suis passée du statut de femme mariée pendant 15 ans à femme célibataire. Et comme je me suis mariée très jeune, il y a plein de choses que j'ai pas eu le temps de vivre. Du coup, la séparation pour moi, c'était une espèce d'explosion. Mais quand j'avais pas les filles, quand elles partaient chez leur père, mais c'était l'excès. Je sortais tout le temps, mais tout le temps, j'avais un rythme complètement débraillé, comme une vieille adolescente. Parfois, je ramenais un mec dans mon lit. Mais hop, pas question qu'il reste dormir, ciao, je déchirais son numéro de téléphone, hop. Puis quand les filles revenaient, je me posais. Puis la semaine suivante, je repartais pour la vie nocturne, la drague, des histoires pas possibles. Et puis, mais je vous rassure, ça s'est calmé maintenant. J'ai rencontré quelqu'un maintenant. Je me suis posée. Je ne sais pas si ça fait 1 an d'ailleurs. D'accord. Non, je crois que ça fait moins d'1 an, pour vous raconter votre propre histoire. Et Jérôme, vous faites comment avec vos copines? Je crois que vous êtes pas mal sur Mythique, Tinder. Chope un mec, non? Chope un mec? Oui, il me semble. Je me souviens bien. Vous allez découvrir. Peut-être. Non, je ne connais pas cette dernière application, mais effectivement, c'est un peu intime, bien sûr, mais ça me dérange un peu d'en parler. C'est anonyme de toute façon. Hein. Voilà. Mais en fait, je m'arrange pour filer des rendez-vous les semaines où j'ai pas les enfants. Bien sûr, on s'organise comme ça. Et ça fait que j'ai une semaine de père où je suis papa et puis une semaine où je suis célibataire. En fait. Je le vis comme ça. Et en fait, parfois, il y en a qui passent. Hein. Alors, parfois, ils passent aussi les semaines où j'ai les enfants. Bon, on ne peut pas toujours s'arranger. Il y a les urgences. Mais alors, dans ce cas-là, ils arrivent à 11h quand tout le monde est couché et elles sont censées repartir à 6h quand personne n'est levé. Sauf que parfois, comme d'habitude, les enfants ils se lèvent. Et donc, une fois, on s'est retrouvés comme ça. La personne qui était là, l'invité, s'est retrouvée tout d'un coup à se cacher, et puis on a rigolé comme des gosses, quoi. Alors là, on a peur en fait de se faire attraper par des enfants. En fait, c'est assez marrant. On inverse un peu les rôles, quoi. Voilà. D'accord.
Muriel, vous me disiez donc que l'alternance avait changé vos manières de table. Ah oui, oui, oui. Avant, j'étais très... on met la nappe, on passe à table. Alors maintenant, on boit du coca à table. Avant, ils n'avaient pas le droit de boire du coca. Et ni de regarder la télé pendant les repas. Alors maintenant, on est parfois devant la télé avec du coca. Même mon fils, mon grand, mon aîné, il me le dit, il me dit, oh, c'était pas comme ça avant. D'accord, mais c'est un peu la même chose pour vous, Cynthia, comme une forme de relâchement de la pression de la mise en scène familiale. Enfin, c'est un peu sociolo, oui, c'est exactement machin, ça. Oui. Bon, j'achète quand même des fruits et des légumes, hein, mais je suis pas cuisinière, donc ça me gonfle. Leur belle-mère, elle fait très bien la cuisine, donc je leur dis, bah, vous mangerez mieux chez papa. L'éducation, le plaisir par le goût, l'éducation, l'alimentation, tout ça, je l'ai fait un temps, mais j'y crois plus. Puis il y a des blocages qui se sont faits quand ils étaient petits, donc j'ai plus envie de lutter. Puis bon, le poisson rouge, le labrador dans le jardin et tout ça, c'est fini. Quand on était mariés, c'était très bien comme ça, mais là, basta. Je fais que ce que j'ai envie de faire. Tiens, ben, la randonnée aussi, j'ai arrêté. Ça me fait chier, en fait, la randonnée. D'accord. Alors, j'ai droit à des commentaires de leur père, de mon ex, qui dit que je les embourgeoise, tout ça, mais je m'en fous complètement. J'ai pas envie de me taper du camping à 45 ans. J'assume, je leur dis, j'y crois plus, quoi. Oui, ça vous apporte plus rien. Non, et Jérôme, vous, c'est un peu le contraire, je crois. Oui, disons que moi, après la séparation, j'ai retrouvé un peu de liberté, une sorte d'espace. J'ai trouvé la possibilité de leur transmettre des choses qui me sont personnelles, en fait, sans avoir à gérer le regard de l'autre. Donc ça, c'est vraiment un gros bénéfice, je dirais, en tout cas une grande liberté. Comme, par exemple, il y a l'exemple, je ne sais pas si vous connaissez la région de l'Ariège. Si, très bien, très bien. La randonnée, moi j'adore pratiquer la randonnée, mais elle, mon ex, elle n'avait pas le goût de l'effort. Passer le goût de l'effort aux enfants, elle trouvait ça ridicule. Donc bon, maintenant je peux le faire tranquille, avec mes enfants, je suis seul, personne ne me regarde, je suis tranquille. Je les amène en camping, elle n'aimait pas ça, c'est super. Leur mère, elle déteste le camping, bien sûr, elle détestait tout ce qui était tout ce que j'aimais à peu près, quoi. Je peux organiser des vacances comme moi, je les aime, hein, je fais comme je veux, et je transmets ce que j'apprécie sans être sous le regard de l'autre. D'accord. Et sur l'organisation des vacances, justement, Laurent, comment ça se passe, l'organisation pendant les vacances? Parce que pendant l'année scolaire, c'est une semaine, tout le monde comprend, mais les vacances? Alors, les petites vacances, il y a un week-end au milieu. Hein, s'il y a un week-end au milieu? S'il y a un week-end au milieu, on change le samedi soir. L'année dernière, ça tombait un dimanche, parce qu'il y avait le lundi férié en plus. Bon, là, c'était un petit peu compliqué. Et ce dimanche-là, c'était le 25 décembre. Ça compliquait aussi la chose. Cette année, cette année, c'est moi qui avais mon fils pour Noël. Enfin, c'était ce qui était prévu. Donc moi, de bonne foi, j'avais compris que je la ramenais le dimanche soir. Hein. Sauf que la moitié des vacances, c'était le dimanche midi, pour mon ex. Ça a été un cataclysme, bien sûr. Car en plus, nous, on était dans le sud et elle était dans le nord. Et elle nous attendait. Bon, bref, on n'avait pas communiqué. Ouais. On l'a payé cher. Question de communication. Et vous, Sylvie, si j'ai bien compris, c'est assez compliqué depuis que votre ex est à nouveau en couple. Ça, c'est clair. Le problème, c'est l'ex-mari de la nouvelle compagne de mon ex-mari. Oui, toujours, vous faites toujours des phrases compliquées. Ouais. Si vous me suivez, l'ancien mari de la nouvelle femme de mon ex-mari. Bon. C'est comme si mon ex-mari et sa nouvelle femme, ils avaient peur de lui. Vous comprenez? Eux, ils me disent, tu comprends, c'est bien pour les enfants que tu sois dispo, toi t'as pas de mec, t'as pas d'autres enfants, alors voilà. Puis comme je suis prof, j'ai des vacances de prof, et comme c'est vrai que je me rends toujours facilement disponible pour les enfants, ils pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Donc ils décident de tout. Je suis toujours celle qui arrange, alors ça, j'en ai marre. En plus, ce type, c'est un peu monsieur connard. Il en a rien à foutre de rien. Il a toujours fait tout ce qu'il voulait. Et pourquoi elle ne fait pas appliquer le jugement? C'est compliqué. Je pense qu'ils vont encore m'emmerder avec leurs histoires, parce qu'ils décident tout le temps tout, sans me consulter, puis moi je m'adapte, alors bon.
Mais là, j'ai décidé, c'est stop. Hein. S'il continue à m'emmerder, pas s'adapter à mon emploi du temps, je retourne au tribunal, je fais changer le jugement. Juste après la séparation, Marc, est-ce que vous avez cherché à vous remettre en couple tout de suite? Ah ouais, moi, juste après la séparation, j'essayais à tout prix de trouver quelqu'un. En fait, je déteste rester tout seul. En fait, j'ai très peur de la solitude. Et je voulais vraiment refaire ma vie. J'aime pas la solitude. Après, j'ai eu quelques expériences et j'ai vu que la vie de célibataire, après tout, c'était quelques conquêtes à côté. Et puis, j'assumais beaucoup plus cette vie de célibataire. J'avais des trucs à droite à gauche, comme on dit, quoi, pas plus, quoi. En fait, ça me va maintenant. Maintenant, j'ai pas envie de me poser dans ma petite vie tranquille avec une femme. Non, ça, j'ai abandonné. Et Anne, pour vous, c'est la même chose? Le début de la séparation, vous cherchiez absolument à retrouver quelqu'un? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Au début, j'étais pas du tout disponible pour des histoires. Non, vraiment pas. Après, bon, maintenant, ça a pris du temps. Bon, j'ai rencontré quelqu'un, mais avec qui je suis en couple, mais qui voit les enfants, mais qui ne vit pas ici, il ne vit pas avec nous. J'ai pas du tout envie de revivre avec quelqu'un. En fait, c'est pas le couple en soi, mais c'est la vie de couple, sous le même toit. J'en garde vraiment pas un bon souvenir, donc je suis devenue assez indépendante, je n'ai plus envie de ça. Ouais. Ambiance latte, living apart together, enfin les couples non cohabitants. Et Geneviève, vous avez vécu l'alternance dans les années 80. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez vécu longtemps avec quelqu'un. Vous n'avez jamais voulu avoir d'autres enfants? Alors, mon nouveau compagnon, ça lui aurait plu. Mais moi, je ne peux pas imaginer en avoir un qui reste avec moi quand les autres s'en vont chez leur père. Un qui est avec moi tout le temps, les autres qui sont là la moitié du temps, j'aurais très mal géré ça, je crois. J'aurais eu beaucoup de mal à expliquer ça à mes deux aînés et je ne me voyais pas du tout leur dire au revoir le dimanche soir avec un bébé dans les bras. Non, pas du tout. Peut-être que les enfants, eux, auraient vécu ça très bien, mais moi non. Je crois que je me le suis interdit. Bon, il y avait peut-être d'autres raisons aussi, hein, mais celle-là a pesé. J'ai des copines qui ont fait ça, qui ont d'autres enfants avec des grands en alternance et qui acceptent et qui trouvent ça très bien, mais si certains ne voient pas ça comme un problème, moi, je l'aurais très mal vécu. Ludovic, vous, par contre, vous avez fait d'autres enfants avec votre nouvelle compagne? Non, pas du tout. Ça s'est pas passé comme ça. Si, tout à fait. Si, tout à fait. C'est de ma faute, je m'en excuse, je m'en excuse. Ah non, mais pas du tout. Si vous me permettez de vous... je vous en prie. En fait, le truc qui était super positif, puisqu'on on a fait des enfants, c'est la façon dont les grands ont réagi, en fait. Ils l'ont accepté, ils étaient très enthousiastes lorsqu'on a annoncé que mon amie était tombée enceinte. Et se dire qu'ils allaient avoir un petit frère ou une petite sœur, ça les remplissait de joie, ils étaient super emballés. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils n'ont jamais parlé de demi-frère ou demi-sœur. De suite, on a parlé de quelque chose d'entier, et c'est notre petit frère. Voilà. Donc ça, c'était très agréable. C'était un peu l'inconnu, parce que je ne savais pas comment ils allaient réagir, en fait. On leur a annoncé, ils étaient contents, et le jour de la naissance, ils étaient au top. Ils étaient super heureux. Ça a vachement resserré les liens entre nous. Avant, c'était leur belle-mère, et elle était maman aussi. Ça a créé, et là, maintenant, ça a créé vraiment une nouvelle famille, pas juste papa avec sa copine. D'accord. Et dites-moi, Lisa, vous qui avez aussi un beau-père pour vos enfants, comment ça se passe? De moins en moins bien. Au début, il était très présent avec les enfants. Je crois qu'il s'est fatigué de ça, parce que c'est pas facile de vivre avec les enfants des autres. Le week-end, puis lui, il a déjà des enfants. Donc le week-end, il va jouer au tennis avec ses grands-enfants. Comme ça, moi, je reste avec les miens. J'ai de l'espace, on se retrouve avec mes enfants. Et ils demandent beaucoup, mes enfants, à ce qu'on soit tous les trois sans lui. Alors bon, quand il n'est pas là, je leur dis, dites-lui bonjour, quand même. Et mon fils le fait, mais pour ma fille, c'est beaucoup plus compliqué. Et je leur explique qu'on vit ensemble, qu'il y a un minimum, quoi. Je leur dis, vous n'êtes pas obligés de l'aimer, mais dites au moins bonjour, merci, au revoir, minimum, quoi.
Geneviève encore, je reviens vers vous. Vous avez vécu l'alternance donc dans les années 80, je le disais tout à l'heure, vous ne vouliez pas de nouveaux enfants. Mais dans les années 80, la résidence alternée, donc la loi date de 2002, vous étiez vraiment en situation de pionnière. Qu'est-ce que vous entendiez autour de vous? Comment vous l'avez vécu, le fait d'être en avance sur la loi? Merci de me poser cette question et de revenir sur cette histoire des années 80. Je me suis posé beaucoup de questions sur la psychologie des enfants, le psychisme, la santé mentale, voire. Nous, on était dans les premiers à faire ça, comme vous le dites, à alterner. On avait fait ça tout seul, sans rien demander à personne. Donc, je me demandais quand même si ça n'allait pas leur jouer des tours. Mais quand on réfléchit 2 secondes, ma belle-sœur, elle est instite à Brest, elle me disait, moi j'ai des enfants de marins, dans toutes les classes, des enfants qui ne voient pas leur père pendant 1 mois, 2 mois. Et puis, tout à coup, le père revient à la maison, alors là, branle-bas de combat, parce que les enfants, avec la mère, ils ont pris des rythmes, des habitudes. Pour les gamins, c'est l'affolement quand le père revient. Donc, elle me disait, toi, à côté, t'es cool, on voit pas de différence entre quand vous étiez mariés, et puis maintenant, cette alternance, c'est toujours à peu près pareil. Elle trouve que c'est plutôt structuré. Bon, elle dit, avant et après la séparation, ça reste stable, donc... Elle dit qu'elle, dans sa classe, elle a des cas pathologiques de gamins, des papas qui ne voient jamais, même des parrains où l'absence des pères est beaucoup plus marquée que dans mon alternance. D'accord. En fait, oui, on voit beaucoup de situations dans lesquelles les pères sont absents, dans les séparations, mais pas uniquement dans les séparations. C'est vrai aussi, ça peut arriver dans les familles non séparées. Pour vous, Rachid, c'est la séparation qui vous a fait devenir père? Alors franchement, il y a une chose qui est certaine, c'est que moi, je ne me sentais pas capable de m'occuper de mon enfant et de faire une résidence alternée. Moi, j'étais plutôt dans l'optique classique, je veux l'avoir de temps en temps, un week-end de temps en temps. Bon, j'étais vraiment pas persuadé de pouvoir faire ce que faisait ma femme, mon ex-femme. Et puis elle n'arrêtait pas de me dire que c'était idiot de faire comme ça et que j'avais tout à fait la capacité de le faire. Et elle me disait que j'étais complètement ringard en fait, t'es pas du tout à la page. Elle m'a quasiment forcé à la voir la moitié du temps. Et à l'époque, je l'ai très mal vécu. En plus, à ce moment-là, j'étais vraiment pas bien. Bon, ça s'était pas très bien passé. Et maintenant, aujourd'hui, vraiment, je la remercie. Je la remercie 10 ans après parce que très rapidement, élever mon fils, ça, c'est devenu la seule certitude de ma vie, en fait.